Quelle est la dernière fois que vous avez pu échanger avec le président Biya? Je ne réponds pas à votre question, Boisbouvier. Mais donnez-moi au moins une petite indication, est-ce que c'était cette année? Je ne réponds pas à cette question-là. Vous savez, acceptez aussi que votre interlocuteur ne veuille pas répondre à votre question. Dans vos déclarations, vous dites que le président Paul Biya est devenu invisible. Est-ce que vous l'avez vu en Conseil des ministres cette année, par exemple? Vous savez très bien que depuis les 2 derniers mandats, les 14 années écoulées, il n'y a pas eu de Conseil des ministres. Il n'y a que de Conseil des cabinets et je ne voudrais pas dire... bref. Maintenant, pour des choses invisibles, est-ce que son Premier ministre accède à lui? Je ne sais pas, mais je pose cette question plus à tort qu'à raison. Alors, vous dites qu'il ne gouverne plus, mais concrètement, il continue de signer les décrets. Et puis, tout récemment, il a reçu l'ambassadeur de France à Yaoundé. Oui, la fonction présidentielle, je voudrais vous rappeler que c'est une fonction à plein temps, H24. Et aujourd'hui, notre navire, le navire Cameroun, est en train d'avancer en dessous de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que la catastrophe peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez des icebergs partout. Le commandant doit être à la barre et non gouverné par procuration. Et qui c'est qui gouverne alors, si c'est pas lui? Mystère. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une espèce d'oligarchie invisible. Issa Chiroma Bakari, homme de verbe, forgeron de rhétorique. C'est un bloc, un gladiateur médiatique. Un homme dont la voix n'explique pas, elle tranche. Dont le ton ne discute pas, il impose. Dont la phrase n'informe pas, elle bombarde. Son débit, une mitraillette réglée pour saturer l'espace. Son vocabulaire, un arsenal forgé pour blesser, pour acculer, pour enfermer l'adversaire dans ses propres contradictions. Son ton, à la fois professoral et brutal, sentencieux et théâtral. Issa Chiroma ne parle pas, il attaque, il ne répond pas, il démonte. Ancien ministre capable de fermer une radio d'un trait de phrase, comme on claque une porte. Un tribun à la voix martiale, au ton cassant, au geste implacable. Un homme orchestre de la parole qui transforme chaque conférence en champ de bataille, chaque interview en duel, chaque phrase en balle perdue. Aujourd'hui, il pointe le doigt vers le régime qui l'a servi, avec la même vigueur, la même force, la même rage oratoire. Alors, a-t-il changé? Conviction nouvelle? Adresse nouvelle? Non, rien de tout cela. C'est la même artillerie, simplement. La cible a changé. Alors, on a vu au début de ce journal que la jeunesse camerounaise n'a pas connu d'alternance et n'a connu que Paul Biya au pouvoir. Comment les convaincre de rallier votre cause alors que vous-même, vous aviez été ministre de la communication de Paul Biya pendant des années? Tout à fait, mais cette jeunesse me connaît, madame. C'est vous qui ne me connaissez pas, c'est vous qui n'avez aucune idée de mon aura au sein de la population camerounaise. Je vous connais très bien, puisque je me souviens vous avoir interviewé en 2018 et vous étiez déjà à l'époque ministre de la communication de Paul Biya. Donc je me souviens très bien de vous et je connais très bien votre personne. Très bien, madame. Et bien pour savoir quel est le rôle et la place qu'occupe Chiroma ici dans la scène politique, il n'y a qu'à écouter, allez sur la toile. Il ne se passe pas un instant sans qu'on ait prononcé le nom Chiroma. Positivement ou négativement, peu importe. Il n'y a pas de radio et télévision où le nom de Chiroma ne revienne pas comme un mantra. Voyez-vous, je suis très heureux, je suis très fier d'être porteur de cet espoir à cette jeunesse, que je connais très bien. Pour avoir été ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, je connais la souffrance de cette jeunesse. Issa Chiroma reste fidèle à lui-même, à sa musique intérieure, martiale, tonitruante, à chaque rhétorique volcanique, ce même marteau verbal qui n'explique pas mais impose, à ses débits de mitraillette qui n'invite pas au dialogue mais foudroie l'adversaire. Son style, c'est une marque déposée, un mélange de dureté et de théâtralité, des formules sentencieuses, tranchées comme des lames, des gestes larges, des regards fixes, des phrases qui claquent comme des jugements sans appel. Ce qui change, ce n'est pas la manière, c'est la cible, celle qui est en face.
Hier, son ton de fer servait le régime. Aujourd'hui, il sert à le combattre. Mais l'outil reste le même, un verbe transformé en arme de guerre politique. Est-ce que vous ne représentez pas cette page que la jeunesse voudrait tourner? Paul Biya a 92 ans, vous-même vous en avez 76, la moitié de la population a moins de 20 ans. Est-ce que vous ne symbolisez pas plutôt le passé que le présent? Est-ce qu'il ne faudrait pas des candidats plus jeunes pour représenter la jeunesse camerounaise? Je représente l'espoir, madame. Pour avoir été ministre des Transports, avoir révolutionné le transport dans notre pays, pour avoir été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, après avoir révolutionné, à ce stade, je voudrais tout de suite dénoncer une seule chose. Ça concerne le gouvernement, mais c'est quelque chose qui me reste au travers de la gorge. C'est de n'avoir pas réussi à faire réhabiliter de la CRTV, qui continue encore à émettre en analogique, alors que la communauté internationale prescrit à tous les États de passer au digital, voyez-vous, au numérique. Je ne l'ai pas réussi, non pas parce que le chef de l'État avait attribué un marché en 2015. Nous sommes en 2025, je vais directement au but. Ce projet n'a pas bougé, simplement parce que des proches collaborateurs du chef de l'État s'y sont opposés. Ce qui est constant chez Issa Chiroma, ce n'est pas la fidélité à un camp, c'est la fidélité à une façon d'exister en politique. La rhétorique comme drapeau, la posture comme programme, la maîtrise de la parole comme stratégie. Quand il change de camp, il ne change pas de registre. Il dégaine les mêmes arguments chocs, les mêmes sentences. Il occupe la scène, il monopolise le micro, la parole, il fait trembler la table. C'est un tribun. Et le tribun ne change pas de ton. Il change seulement de cible. Vous êtes ambitieux pour votre pays, mais que répondez-vous à ceux comme le notaire Abdoulaye Arissou, qui est une grande figure du nord de votre pays, qui dit Issa Chiroma, il n'a rien fait qui puisse montrer qu'il voulait changer les choses ces dernières années. C'était un collaborateur du régime et il n'est pas populaire dans la jeunesse. Maître Arissou, j'ai été ministre des Transports. Ce que j'ai fait comme ministre des Transports, tout le monde le sait dans ce pays. Au niveau du transport terrestre, le péage, le paysage, le fin routier, j'ai créé les ADC, les terminals à containers, je suis allé au Japon acheter ainsi de suite. Au niveau du transport aérien, les ADC et autres. J'ai été ministre de la communication et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que j'ai été le meilleur parce que j'ai été porte-parole du gouvernement pendant 10 ans, cher monsieur, dans des conditions extrêmement difficiles. Enfin, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'année dernière, en application des lois, j'ai pu collecter auprès des étrangers qui travaillent au Cameroun près de 15 milliards, 14 milliards 500 millions pour la construction des centres de formation professionnelle et la formation des jeunes. Parce que depuis l'histoire de notre indépendance jusqu'à présent, l'État n'a pas construit un seul centre de formation digne de ce nom. C'est pour ça que nous avons des centaines de milliers de Camerounais avec des parchemins universitaires de qualité qui ne peuvent pas travailler. Alors que Arissou, qu'il dise qu'il me déteste, non. Sur le plan local, j'annonce que j'ai déjà construit au moins plus de 50 forages à Garoua, à Maroua, ainsi de suite. J'ai donné des ambulances, j'ai donné 1001 choses. Que Arissou vous dise quel est l'élite du septentrion qui a fait ce que j'ai fait là. Écoute, Boabouvi, dites à Arissou, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Partout, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, partout où j'irai, je vais organiser des meetings. Le peuple va répondre à mon appel et il en sera honteux. Issa Chiroma, c'est un artilleur devenu artilleur. Même canon, même poudre, même bruit assourdissant. Seule la direction du tir a changé. Hier, il pilonnait les adversaires du régime. Aujourd'hui, il bombarde ce régime lui-même. Mais l'arme est intacte. Et la précision est la même. Violence directe, spectaculaire. C'est là que réside l'ironie. Beaucoup disent, Chiroma ne peut pas changer. Oui, vrai. C'est vrai, Chiroma ne change pas. Avec lui, ce n'est pas la conviction qui change. C'est le point de mire. C'est la cible. C'est la même pièce de théâtre avec un décor inversé. Ce qui est constant chez Chiroma, ce n'est pas la fidélité à un camp. C'est la fidélité à une façon de faire de la politique. Son camp est mobile. Son style est fixe.
Son drapeau peut tourner, mais sa rhétorique, elle, ne changeait jamais. Sa boussole idéologique, on peut en débattre. Sa boussole stylistique, immuable, implacable, incontrôlable, incontournable. Quand il change de camp, il offre la même arme, mais tirée dans l'autre sens. C'est le même canon, la même cadence de tir, les mêmes projectiles verbaux. Mais l'ennemi, ce n'est plus l'opposant, c'est le régime, c'est Biya. Je profite donc de l'occasion pour dire, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait l'objet d'une menace et d'emprisonnement et existentiel de la part des collaborateurs du président de la République qui sont venus me dire que c'est de sa part qu'il me parle de cette manière. Et quand vous dites cela, c'est depuis que vous avez démissionné, c'est ça? Depuis que j'ai démissionné, mais c'est surtout depuis un mois. C'est dont je vous parle. Si je n'en avais pas de preuves, je ne me serais pas permis de vous le dire. Et quand vous parlez de menace existentielle, c'est-à-dire qu'un collaborateur du chef de l'État vous a menacé dans votre propre vie, c'est ça? C'est exact, c'est-à-dire menacé d'emprisonnement. Et le messager me dit, puisqu'il sait que je suis malade, il suffit simplement qu'on m'emprisonne et que je reste 2 mois sans médicaments et la suite sera connue. En vertu de quoi on doit me menacer. Et ce collaborateur du chef de l'État, vous pouvez nous en dire plus sur son identité? Non, lui il sait. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a envoyé cette personne me dire, il le sait. Est-ce qu'il y a des entraves à vos déplacements aujourd'hui à l'intérieur du Cameroun ou à l'extérieur? Écoutez, je voulais me rendre au Sénégal pour m'incliner devant la dépouille du président Aïdjo. Et puis on m'a dit à l'aéroport que je ne sortais pas au motif que je dois au préalable avoir l'autorisation de sortir. J'ai dit, mais moi je ne suis plus ministre. Je suis plus ministre à partir de ce moment. Je suis délié de cette responsabilité de me soumettre à l'autorisation d'une présidence où règne plus d'hostilité que d'amabilité ou d'amitié. Je peux aller même plus loin en vous disant que pendant bien longtemps, il a bien fallu que le président de la République lui-même prenne ma défense et ma protection. Alors maintenant qu'on ne le voit plus, que vais-je devenir? Sinon maintenant être en immersion avec le peuple, demander au peuple d'être mon rempart et Dieu lui-même le créateur. Écoutez-le, sa voix, son phrasé, ses envolées, c'est du granit sculpté en syllabes, c'est du feu contenu dans des formules. Il maîtrise l'écran et la parole comme d'autres maîtrisent le sabre. Il occupe l'espace médiatique comme un général occupe le champ de bataille. Chez lui, le micro, la caméra, ce n'est pas un outil. C'est un champ de tir. Il parle en certitude. Il tranche en verdict. Il impose en sentence. Jamais d'hésitation, jamais de fragilité. Chiroma, ne doute pas, il proclame. La métaphore centrale, l'artilleur. Oui, Chiroma, c'est l'artilleur. Un artilleur politique. Un homme qui ne construit pas des arguments. Il aligne des obus. Chaque phrase est une détonation. Chaque mot est une grenade. Chaque sortie médiatique est une salve. Hier, ces obus tombaient sur l'opposition. Aujourd'hui, ils s'abattent sur le régime. Même artillerie, nouvelle cible, même canon inversé. C'est un paradoxe vivant, constant dans son style, mais instable dans ses allégeances. Un homme qui change de camp sans jamais changer d'arme. Alors beaucoup s'accordent à dire qu'il faut un candidat unique face à Paul Biya, un candidat soutenu par toute l'opposition, ce qui n'est pas votre cas. Seriez-vous prêt à renoncer à votre candidature si un candidat consensuel est désigné? Pourquoi voulez-vous que je renonce à cette démarche populaire, voulue par la société civile, par ses composantes, voulue par une cinquantaine de partis politiques aujourd'hui? En vertu de quoi voudriez-vous que je renonce à cette chose? C'est un privilège extraordinaire, madame, que d'être ou d'avoir été désigné par des représentants de la société civile. Vous avez les présidents des syndicats de mototaximens avec plus de 100 000 personnes. D'autres organisations avec une population au moins aussi égale, sinon davantage. Syndicats des enseignants. Maintenant, plusieurs partis politiques. Vous pensez, vous êtes en train de suggérer qu'il faut l'unanimité. Madame, il ne faut pas rêver. Le parti au pouvoir aujourd'hui qui se sent menacé dans son âme fera tout pour qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, unanimité.
J'ai accepté avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect et je me suis engagé sans réserve à donner le meilleur de moi-même, pas seulement moi. Tout ce dont je suis porteur de l'espoir, mais en particulier la nation camerounaise. On pourrait presque sourire. Hier, c'était le défenseur implacable du régime. Aujourd'hui, c'est son procureur. Hier, il menaçait tout le monde. Aujourd'hui, il ouvre le feu verbal contre ceux qui l'ont adoubé. La constance n'est pas dans son camp, elle est dans son arsenal. L'arme ne s'émousse pas, elle se retourne. Et à l'approche de la présidentielle, Chiroma redevient une pièce maîtresse, non pas par ses promesses, mais par sa posture. Il ne vient pas pour proposer, il vient pour démolir. Il n'offre pas une vision, il brandit une machette. Et cette machette, elle est verbale. Il ne bâtit pas, il défonce. Dans ce champ politique saturé de slogans, mots, de phrases creuses, lui, il arrive avec un verbe incandescent, dur, métallique. Et ça, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça marque les esprits. Alors vous dites qu'il faudra compter avec plusieurs autres candidats de l'opposition, et c'est-à-dire qu'avec l'autre grand candidat nordiste, par exemple, l'ancien Premier ministre Bello Bouba Maïgari, vous n'arriverez pas à vous mettre ensemble d'ici le 12 octobre? Mettez ensemble tous les opposants, pas seulement Bello et autres. Il faut d'abord une victoire immense. Il faut absolument un raz-de-marée. Est-ce que vous vous parlez avec Bello? Bien entendu, Bello n'est pas mon ennemi, mais moi je suis Chiroma, il est Bello. Oui, mais Bello, il a fait 19% en 1992. C'est un gros score. Est-ce que naturellement, il ne va pas faire plus de voix que vous si vous vous affrontez le 12 octobre? Pourquoi voulez-vous que je parle de lui? Là, vous m'obligez à dire des choses désagréables le concernant. Non, 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 je refuse. Moi, je dis la chose suivante. J'incarne l'espoir de la jeunesse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Partout où je suis passé, chrétiens comme musulmans sont traités de la même manière. Au même titre que j'ai des députés chrétiens, j'en ai aussi musulmans. Au même titre que j'ai des maires chrétiens, j'ai aussi des maires musulmans. Aujourd'hui, j'incarne cet espoir-là. Vous me parlez de ce qui s'est passé depuis les années 20 ou autres. Écoutez, entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, monsieur Babou. Alors, posons la question. Ne vous fiez pas au costume. Ne vous fiez pas à l'adresse. Scrutez la tactique. Issa Chiroma est-il en train de vivre un réveil tardif? Est-ce une posture d'opportuniste? Ou simplement la logique implacable d'un homme fidèle à un seul Dieu, son style, son artillerie, son verbe tranchant? C'est toute l'ambiguïté. Car Issa Chiroma ne se définit pas par un camp, mais par une manière. Il n'est pas fidèle à une idéologie, il est fidèle à une mise en scène. Il ne change pas de personnage, il change de plateau. Et dans cette pièce, la politique devient théâtre et lui, acteur principal. Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation, il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le président Kamto a un rôle très important à jouer et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé le voir mourir? Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux, c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Chiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi, Baboumier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello à Chiroma. Il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura. Et c'est là que se révèle toute l'ambivalence du personnage.
ce style flamboyant, cette capacité à occuper le terrain, à imposer sa parole comme un couperet, c'est précisément ce qui suscite la méfiance. Parce qu'un tel verbe, aussi tranchant qu'adaptable, confère à Chiroma une aisance redoutable dans les eaux troubles de la politique. Il peut naviguer avec la même efficacité entre des alliances contradictoires, des situations complexes, des enjeux ambigus. Son camp n'est jamais fixe, mais sa posture, sa maîtrise, sa capacité à dominer l'espace médiatique, elles, sont inébranlables. On l'observe aujourd'hui et on se demande s'il a pu défendre hier avec une telle force ce qu'il attaque aujourd'hui. Qu'est-ce qui garantit qu'il ne retournera pas demain sa rhétorique contre d'autres avec la même détermination, la même violence verbale? C'est cette fluidité, cette plasticité, cette maîtrise totale de la parole et du geste qui déstabilise. Il ne s'appuie pas sur un programme ni sur une idéologie stable. Son ancrage, c'est le verbe lui-même. Chaque phrase devient une arme, chaque intervention un champ de bataille. Et cette puissance, paradoxalement, crée le soupçon. On admire son charisme, on admire sa précision, on admire son sens du timing. Mais on craint cette perfection de l'outil. Parce qu'un homme capable de retourner un canon verbal sans soucier, capable de transformer n'importe quelle parole en arme, reste imprévisible. Il peut séduire, convaincre, il peut imposer, mais aussi il peut déstabiliser, surprendre, trahir les attentes. Dans un contexte politique où la loyauté est souvent mise à l'épreuve, où les alliances se font et se défont en un battement de cœur, cette maîtrise totale de l'art oratoire devient autant un atout qu'un avertissement. Et c'est pour cela que, malgré sa force et son talent, malgré la fascination qu'il suscite, une partie de l'opinion reste sur la réserve. Parce que Chiroma, avec ce style-là, possède une liberté inquiétante, la liberté de naviguer avec aisance dans toutes les directions. Et dans ces eaux troubles, nul ne peut jamais vraiment savoir où il jettera son prochain obus verbal. On pourrait comparer Issa Chiroma à un fleuve puissant qui traverse une forêt de politique dense et imprévisible. Sa course est inarrêtable, son courant implacable. Il peut submerger les berges les plus solides, contourner les obstacles les plus imposants, changer de direction en un instant et emporter tout sur son passage. On admire sa force, on se laisse porter par sa vigueur, mais on se tient toujours sur le qui-vive. Parce que, à tout moment, sous ces eaux brillantes, peut surgir un tourbillon capable d'emporter n'importe quel radeau. Ainsi, naviguer à ses côtés, c'est être fasciné et inquiet en même temps. C'est comprendre que la méfiance n'est pas de la défiance personnelle, mais le reflet naturel de sa puissance et de son art consommé de la parole. Merci à tous.